Je souhaiterais commencer mon exposé en citant le sociologue Pierre Bourdieu, ce qui permettra de préciser l'orientation de mon propos. Ceux qui sont immergés, pour certains, dès la naissance, dans des univers scolastiques issus d'un lent processus d'autonomisation sont portés à oublier les conditions historiques et sociales d'exception qui rendent possible une vision du monde et des œuvres culturelles placées sous le signe de l'évidence et du naturel. Bourdieu explique donc la manière dont les historiens de la pensée et de la philosophie approchent les œuvres qu'ils souhaitent étudier. Lorsqu'il parle d'autonomisation, il entend que les philosophes considèrent les œuvres de la pensée comme des entités indépendantes. En effet, si vous consultez une histoire de la philosophie, très souvent, il y est question des idées et des arguments, mais l'on n'y aborde que rarement le contexte historique et social de la genèse et de la transmission de ces textes. Le titre de ma conférence attire l'attention sur un aspect de la personne et de l'œuvre de Dante en tenant compte de ce que Bourdieu considère comme le conditionnement historique et social de la pensée. Pour être plus précis, j'aurais dû intituler mon intervention « Dante, un philosophe laïque qui écrit pour des laïcs et dont la pensée est animée par un esprit laïque ». Afin de développer le dessin scientifique contenu dans cette description, il faut commencer par préciser ce qu'il faut entendre par laïque à l'époque de Dante. La double signification actuelle du concept de laïque, le laïque comme non clair, le laïque comme non spécialiste, est l'héritage d'une évolution sémantique extrêmement compliquée et complexe du point de vue historique. Il faut distinguer ce que j'appellerais la dimension ecclésiologique et la perspective culturelle. En ce qui concerne le premier aspect, le laïque comme non clair, on peut consulter le décret de Gratien, la base du droit canonique jusqu'au début du XXe siècle dans l'Église catholique. Le décret proclame qu'il y a deux genres de chrétiens, les clercs, à savoir les élus, qui s'adonnent à l'office divin et à la contemplation, et le peuple, à savoir les laïcs. La tonsure différencie les deux genres. Les clercs tonsurés sont, eux, comparables à des rois. Les laïcs ont le droit de posséder des biens temporels, ont le droit de se marier et de cultiver la terre, dit Gratien. Le laïc ne peut être défini par opposition au clerc que négativement. Il est le non-prêtre. Le décret de Gratien décrit sa forme de vie comme une concession à la faiblesse humaine. Un autre texte, d'un dominicain du XIIIe siècle, explique la différence entre clerc et laïc comme suit. Il faut noter ceci. Comme dans le monde, il y a une partie supérieure, à savoir le ciel, et une partie inférieure, donc la terre, comme il y a dans l'homme une partie plus compétente, à savoir l'âme, et une partie moins intelligente, le corps, de même, il y a dans le peuple chrétien deux genres, à savoir les clercs qui sont supérieurs en dignité et plus intelligents par la science, et ils doivent être plus saints, et les laïcs. Il n'est pas inutile de rappeler aussi que certains théoriciens, et en particulier les papes, ont déduit de cette division du peuple chrétien la doctrine de la plénitude de la puissance pontificale, à savoir la thèse que le pape est cet homme qui dirige tout et
qui n'est dirigé par personne. C'est la doctrine du pouvoir universel du pontife romain qui s'arroge le droit de régner sur les laïcs comme sur des esclaves. La deuxième signification du terme laïque l'identifie avec l'illiteratus, ce qui signale un degré d'éducation inférieure, donc cible des personnes qui n'ont pas reçu une formation supérieure universitaire. Le laïc, dans ce sens, peut également être vu comme celui qui ne connaît qu'une langue, à savoir un homme ou une femme qui ignore le latin, le langage des clercs et le langage des savants. Un savant allemand, une génération après Dante, a parfaitement résumé l'opposition entre le clerc et le laïc que nous venons d'évoquer. Le genre des clercs est comme la lumière de la religion chrétienne, à qui le Sauveur en personne a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Le genre de laïc est le peuple ignorant qui doit plutôt être instruit qu'instruire, qui doit plutôt être dirigé que dirigé. Ce genre d'homme ne doit pas commander au clerc, mais plutôt être commandé par le clerc, car le sage doit commander et ne pas être commandé, comme dit Aristote au début de la métaphysique. En tenant compte de ce qui précède, nous ne sommes pas étonnés de constater qu'un franciscain de la première moitié du XIIIe siècle ait défini le laïc comme suit. Homo nullius sacri ordinis, nullaque liberali arte instructus. Ce qui veut dire un homme qui n'a reçu aucun ordre ecclésiastique et qui n'est pas formé aux arts libéraux. Rien de surprenant non plus qu'un cléricalisme insistant peut être observé non seulement dans la vie de l'Église, mais également dans la vie intellectuelle. Je n'invoque qu'un seul témoin, le dominicain Albert le Grand, qui, dans un commentaire biblique, dit ceci. Le froment est la nourriture qui est proposée aux clercs et aux religieux. Mais l'orge, qui est grossier et âpre, désigne la doctrine grossière. Elle doit être distribuée aux laïcs comme l'orge aux bêtes. Le signe en est que le Seigneur a nourri la multitude avec du pain d'orge. Et lorsqu'une femme laïque lui réclamait du pain raffiné, il répondit « Il n'est pas bon d'enlever le pain au fils d'Israël pour le jeter aux chiens. » Il est nécessaire d'évoquer ce conditionnement historique, ce contexte, pour comprendre à quel point l'intervention de Dante, son projet d'enseignement et de formation, son approche de la philosophie est novatrice et même révolutionnaire si nous entendons ce dernier terme dans le sens de ce qui renverse l'ordre établi de l'instruction et de la culture. Il nous faut tourner vers le premier livre du Convivio, du banquet, pour pouvoir apprécier ce que je n'hésite pas à appeler le projet de la vulgarisation de la philosophie. Ce magnifique traité, rédigé en italien vers 1304, s'ouvre par une réminiscence du début de la métaphysique d'Aristote. Tous les hommes désirent naturellement savoir. Une phrase que beaucoup d'auteurs ont déjà commentée avant Dante, mais contrairement aux professeurs des universités, Dante s'interroge sur la signification du quantificateur tous les hommes. Il est amené à constater que, je cite, « nombreux sont ceux qui sont privés de cette très noble perfection pour diverses raisons. » Et donc de constater et de conclure. Donc, l'on peut voir clairement
à bien considérer que rares demeurent ceux qui peuvent parvenir à la pratique de la science que tous désirent, et que quasiment innombrables sont ceux qui sont empêchés, qui vivent affamés de cette nourriture. Dante identifie certaines des raisons de cet empêchement. Pour y remédier, il veut donc organiser un banquet convivio, un banquet général où sont invités tous ceux qui désirent connaître, mais ne peuvent se mettre à la table où l'on mange le pain des anges. Mais que vienne ici quiconque reste affamé à cause de son engagement familial et civil, et qu'il s'associe à la même table que ses semblables, pareillement empêchés. L'observateur lucide constate que Dante songe ici à ceux que nous avons appelés tout à l'heure des laïcs, ou si nous voulons exprimer autrement ce propos, les destinataires de son traité philosophique sont des laïcs au double sens du terme. Cette hypothèse est confirmée par le fait patent que Dante non seulement rédige son traité dans la langue vulgaire, mais justifie profusément ce choix. En effet, il précise que le pain qui va être distribué pendant ce banquet a un défaut majeur. Le traité est écrit en langue italienne et non pas en latin. Et comme si Dante se souvenait du texte d'Albert que nous avons cité, il précise qu'il s'agit donc d'un pain d'orge et non de froment. Parmi les raisons que Dante avance pour justifier ce choix délibéré, on peut mentionner le fait que cette langue permet d'atteindre un grand nombre. C'est donc une prompte libéralité, comme il dit, qui lui a fait choisir cette langue. Le latin n'aurait apporté de bienfaits qu'à un tout petit nombre. Il faut avouer que le latin, nous rappelle Dante, est une langue parfaite, car, pense Dante encore au moment où il écrit le Convivio, il est incorruptible et éternel. Mais, je cite, « une prompte libéralité me fit choisir l'un et abandonner l'autre ». Il ajoute qu'ils se sont très proches de la langue vulgaire, car c'est la langue de ses parents. La langue vulgaire fut un unificateur entre mes parents qui se parlaient par son intermédiaire. Aussi est-il manifeste que la langue vulgaire a contribué à ma génération et qu'elle est ainsi une cause de mon existence. Il est donc convaincu que son enseignement, qui est un commentaire philosophique de ses poèmes dans le Convivio, contribuera à une diffusion ample de cette connaissance qui, selon Aristote, est désirée par tous les hommes. Et la fin du texte est comme une promesse, la fin du premier livre. De ce pain d'orge se rassasieront des milliers d'hommes et il m'en restera de pleines corbeilles. Ce sera une lumière nouvelle, un nouveau soleil qui se lèvera là où se couchera l'ancien. Il éclairera ceux qui sont dans les ténèbres et l'obscurité, parce que l'ancien soleil ne brille pas pour eux. Dante envisage donc, et ce point de vue, ce point me paraît capital, il envisage un élargissement considérable des destinataires de la philosophie, du public de la philosophie. Il veut enseigner la philosophie aux laïcs et bouleverser ainsi radicalement le programme que résumait Albert le Grand.
Dans le banquet, Dante a établi la langue vulgaire comme une langue possible pour la philosophie. Sans avoir terminé cet ouvrage, il a composé un autre traité, rédigé cette fois en latin, consacré à la langue vulgaire, de l'éloquence en vulgaire. Cet ouvrage est important pour plusieurs raisons. Il contient la thèse qui nous intéresse ici et qui est l'affirmation, cette fois, de la supériorité de la langue vulgaire par rapport au latin. Il a donc changé d'avis à ce sujet. Écoutons Dante lui-même. Nous appelons parler vulgaire celui auquel les petits-enfants se familiarisent, car l'action de leur entourage, dès le premier moment où ils commencent à distinguer les sons, ou, pour le dire plus brièvement, nous posons que le parler vulgaire est celui que, sans aucune règle, nous recevons en imitant notre nourrice. Il y a ensuite un autre parler qui nous est secondaire, que les Romains ont appelé grammaire. Cette disposition, peu de personnes y parviennent, car ce n'est que par l'assiduité à l'étude sur une longue période que nous en assimilons les règles et la science. De ces deux parlers, le vulgaire est plus noble. Ce que nous devons retenir n'est pas uniquement cette exceptionnelle revalorisation de la langue vulgaire, mais la confirmation de l'établissement de la langue vernaculaire comme langue du savoir, comme langue aussi de la philosophie. J'avais exprimé cela antérieurement en disant que Dante a effectué une translatio philosophiae, je veux dire un transfert de la philosophie en choisissant la langue vulgaire comme moyen d'expression de la philosophie et en identifiant les laïcs comme destinataires et sujets du philosophé. Il n'est pas surprenant que ces deux mutations ont à leur tour transformé la philosophie de manière décisive. Je voudrais traiter de cette transformation dans la deuxième partie de mon exposé. Le banquet comporte, outre un éloge de la philosophie, également une division de la science qui va nous permettre de mieux comprendre le projet dantesque d'une réforme de la philosophie. Pour bien saisir l'originalité du propos de Dante, rappelons qu'il commente dans ce second traité, le Convivio, la magnifique chanson commençant comme suit : « Vous, dont l'esprit meut le troisième ciel, écoutez les raisons que j'ai au cœur. Je ne sais les dire tant qu'elles me semblent nouvelles. » En raison de cette chanson, où il est question des intelligences célestes et du mouvement céleste, notamment de la planète Vénus, Dante s'attarde longuement à expliquer l'ordre de la voûte céleste. Il y a un mystère. La voûte céleste que j'avais ici a disparu. Excusez-moi. Alors, Dante s'attarde longuement à expliquer l'ordre de la voûte céleste qui se compose, selon la doctrine communément admise au temps de Dante, de 8 sphères. D'abord, les 7 planètes, ensuite, le ciel des étoiles fixes. Dante postule, à la suite de Ptolémée, une 9e sphère, le ciel cristallin, dit le primo mobile, qui est à l'origine de tout mouvement dans les sphères inférieures. Procédant à l'interprétation véritablement
véritable et allégorique de la canzone, Dante propose une identification pour le moins surprenant. Je dis que j'entends par ciel la science et par cieux les sciences. 3 ressemblances expliquent cette comparaison. Comme les sphères tournent autour d'un centre immobile, la Terre, les sciences tournent autour de leur objet. Comme les cieux sont source de lumière, les sciences illuminent l'homme et finalement, les cieux, comme les sciences, perfectionnent ce qui leur est soumis. Sur cette base, Dante va établir une correspondance exacte entre les différentes disciplines qui constituent l'ensemble du savoir médiéval et les sphères célestes. Aux 7 planètes correspondent les 7 arts libéraux, tandis que Dante réserve aux 2 derniers, cieux, la philosophie théorétique et la philosophie morale ou pratique au sens aristotélicien. L'originalité de Dante ne réside pas dans cette comparaison entre les cieux et les sciences, mais dans la nouvelle hiérarchie des sciences que propose le Florentin. Thomas d'Aquin n'est pas le seul des aristotéliciens médiévaux qui plaide pour la supériorité incontestable de la philosophie théorétique et pour qui, à l'intérieur de la philosophie théorétique, la métaphysique occupe la première place parmi les sciences. C'est la métaphysique, la science de l'être, qui parachève et couronne tout l'effort philosophique de l'homme, selon Aristote et, à sa suite, Thomas d'Aquin et beaucoup d'autres auteurs médiévaux. Dante renverse l'ordre établi des sciences en considérant la philosophie morale, l'éthique, comme la philosophie première. Elle peut être comparée au ciel cristallin. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Pardon, excusez-moi. Je ne fais pas bien les choses, pardonnez-moi. Le ciel cristallin, qui est nommé ci-dessus premier mobile, explique-t-il, peut être manifestement comparé à la philosophie morale. Car la philosophie morale, selon ce que dit Thomas d'Aquin à propos du second livre de l'éthique, nous destine aux autres sciences. De même, le dit ciel ordonne par son mouvement la révolution quotidienne de tous les autres, grâce à laquelle chaque jour ils reçoivent et envoient ici-bas l'effet de toutes les parties. On ne saisit la véritable signification de la philosophie morale dans cette identification avec le ciel cristallin que si l'on y apporte 2 précisions. D'abord, il faut savoir que la philosophie morale, au sens que Dante donne ici à ce terme, recouvre à la fois l'éthique individuelle et la philosophie politique. Il est tout à fait incontestable que pour Dante, la philosophie politique, qui parachève la philosophie morale, représente la philosophie première. En elle, la philosophie trouve sa perfection et son achèvement. D'autre part, il faut rappeler le rôle cosmologique du ciel cristallin pour comprendre l'importance de ce qui est ici affirmé. Du ciel cristallin dépend, selon la cosmologie, tout le mouvement dans le monde. Il est, comme nous l'avons rappelé, le primo mobile
en tant que moteur mu qui régit tout mouvement céleste qui, à son tour, régit le mouvement dans ce monde. Et dans la mesure où les mouvements dans le monde sublunaire dépendent des mouvements célestes, ce primo mobile précède aussi au destin du monde sublunaire. L'hypothèse d'un arrêt de ce ciel que Dante envisage explicitement entraînerait des conséquences extraordinaires. Ainsi, mettons qu'il soit possible que ce 9e ciel ne se meuve pas. À vrai dire, il n'y aurait plus ici-bas d'engendrement ni de vie d'animaux ou de plantes. Il n'y aurait ni nuit ni jour, ni semaine ni mois, ni année. Et l'univers entier serait dans le désordre et le mouvement des autres cieux serait inutile. Encore plus désastreuse serait la cessation de la philosophie morale. Sans elle, non seulement la philosophie perdrait tout son sens, mais la vie des hommes et leur bonheur seraient mis en danger. Il est impossible, je crois, d'exprimer de manière plus décidée la supériorité de la philosophie pratique, morale, par rapport à la philosophie théorétique. Dante a formulé cette primauté de la philosophie pratique en disant que la moralité est la beauté de la philosophie, dove è da sapere che la moralità è bellezza della filosofia. Si l'on tient compte de ce qui précède, à savoir que Dante veut proposer une philosophie morale qui atteint le plus grand nombre de destinataires, le projet de la Divine Comédie devient clair, car, ayant travaillé au banquet à ça, Dante a progressivement compris que pour réaliser son objectif philosophique, le discours scolastique, qui est encore celui du banquet, doit être abandonné et qu'il fallait inventer un langage et un monde d'expression nouveau. En effet, celui qui veut enseigner l'éthique doit non seulement dire ce qu'il faut faire, il doit encore le dire de telle sorte que le destinataire de sa parole soit encouragé à agir selon les critères éthiques. Le discours éthique doit être performatif et incitatif. Je crois que la comédie est la réponse à ce défi, vouloir enseigner l'éthique aux laïcs. Avec son œuvre philosophique majeure, la Monarchia, composée en latin, Dante a l'intention d'apporter sa contribution personnelle et significative à la réflexion et à la réalité politique. Cet écrit qui, à mon avis, est un des traités majeurs de la philosophie politique médiévale, débute par une argumentation fondamentale dont le potentiel philosophique est inestimable. L'ouvrage s'ouvre sur une étude de la finalité de ce qu'il appelle la communauté universelle de l'espèce humaine. Cette argumentation conduit à la prise de conscience qu'il doit y avoir une activité spécifique de l'ensemble des hommes. Il existe donc une opération propre à l'ensemble de l'humanité, à laquelle l'humanité entière est ordonnée dans son innombrable multitude. Une opération à laquelle ne saurait parvenir ni l'homme pris individuellement, ni la famille seule, ni le village seul, ni la cité seule, ni un royaume particulier. Dante parvient à cette conclusion en comparant l'homme aux animaux et aux anges, et comprend ainsi la connaissance au moyen de l'intellect
possible comme l'activité spécifique propre à l'homme, à l'humanité. L'homme est ainsi interprété comme un être capable de connaître, de comprendre. Thomas d'Aquin, suivant la tradition aristotélicienne, a lui aussi compris la raison humaine comme cette faculté capable de tout connaître. Il a toutefois tenté de démontrer, Thomas d'Aquin, que la réalisation complète de ce projet de tout connaître ne peut être atteinte qu'après la mort, dans l'au-delà et avec l'aide de Dieu. Certains contemporains de Dante, des philosophes professionnels à l'Université de Paris, estimaient au contraire que l'existence philosophique pouvait déjà conduire à cet accomplissement et ils interprétaient la possibilité d'une théorie porteuse de bonheur conçue par Aristote comme l'idéal auquel fallait aspirer le philosophe, la minorité des philosophes. Donc un idéal qu'une toute petite élite pouvait atteindre. Dante, quant à lui, estimait que seule l'humanité entière pouvait accomplir la réalisation complète, l'actualisation du savoir de tout ce qui est connaissable. En quelques phrases, il élabore une théorie remarquable et originale de l'intellect, théorie qui met l'accent sur ce que j'appellerais la dimension sociale de la raison humaine. Si seul l'ensemble des hommes est capable de connaître tout ce qui est connaissable, cela signifie que l'intellect individuel forme une communauté avec les autres intellects et en dépend d'une certaine manière. La véritable particularité de l'approche de Dante réside cependant dans le fait qu'il développe cette thèse de la réalisation collective de la raison humaine dans un contexte politique, à savoir dans un écrit, la Monarchia, qui est destiné à la réflexion sur le meilleur ordre politique possible. En effet, la détermination du but de l'espèce humaine doit, selon lui, permettre de répondre à la question de savoir si une monarchie universelle est nécessaire pour le bien de l'humanité. Je voudrais ici souligner que la conception dantesque de la finalité de l'espèce humaine constitue une interprétation remarquable de la double détermination aristotélicienne de l'homme comme animal politique et social et comme animal rationnel. Chez Aristote déjà, la compréhension de l'homme en tant que zoon politikon, animal politique, est liée à la prise de conscience du fait que l'homme a besoin de l'aide d'autrui. Dante a associé cette idée à l'autre thèse importante et célèbre d'Aristote, de l'homme en tant qu'animal rationnel. De plus, Dante veut prouver que la réalisation de la capacité de connaissance est le but de l'espèce humaine. Cette synthèse originale qui considère la connaissance de tout ce qui est connaissable comme la tâche de la totalité des hommes est liée à la conviction de Dante que la philosophie est quelque chose qui concerne tous les hommes. Dante ouvre son banquet en s'inspirant du début de la métaphysique par la phrase « Tous les hommes désirent naturellement connaître ». L'idée d'une philosophie pour les illiterati, pour les laïcs, dont l'importance pour l'histoire de l'éducation est indéniable, a cependant aussi des conséquences sur ses conceptions politiques, sur son interprétation de la société et du droit,
que je vais brièvement esquisser. Pour ce faire, il est utile de jeter un coup d'œil à l'étonnante construction de la Monarchia, l'œuvre philosophique majeure de Dante. L'objectif de Dante est de définir les conditions d'une paix universelle. Pour cela, il montre dans un premier temps que, selon lui, une monarchie universelle est le régime politique qui réalise le mieux la justice et la liberté. Puis, il entend démontrer que l'Empire romain a réalisé ce projet. Finalement, dans la troisième partie de l'ouvrage, selon moi la plus importante, Dante examine en détail si l'autorité de l'empereur, et donc l'autorité politique, dépend de celle du pape. Et il plaide en toute clarté pour que l'ordre politique soit clairement séparé de l'ordre ecclésiastique. Pour comprendre cette thèse, il faut d'abord rappeler ici que la doctrine théocratique de l'Église catholique médiévale, selon laquelle le pape possède la plenitudo potestatis, la plénitude du pouvoir, ce qui signifie que toute autorité politique sur terre dépend de l'autorité du pape. Cette doctrine, préparée et formulée par les professeurs de droit canonique, a probablement trouvé sa formulation la plus puissante dans la bulle Unam Sanctam de Boniface VIII, publiée en 1302. Cette bulle célèbre se termine par l'affirmation que la soumission de toute créature humaine au pape est nécessaire au salut. Ce n'est pas un mince paradoxe que le postulat d'une séparation claire entre l'ordre religieux ecclésiastique et l'ordre politique soit né en opposition à cette doctrine du pape Boniface VIII et des papes romains. L'importance historique et théorique de cette question litigieuse, qui semble à première vue théologique ou ecclésiologique, se manifeste non seulement dans la réponse de Dante, lorsqu'il affirme très clairement que l'autorité politique ne peut en aucun cas dépendre de l'Église et de son chef, mais surtout dans les arguments en faveur de la thèse selon laquelle l'ordre politique, avec tout ce qu'il comporte, n'est pas seulement indépendant du royaume de la foi et du pouvoir de l'Église, mais qu'il doit l'être. L'Église et l'Empire, c'est-à-dire l'ordre politique, possèdent chacun son propre fondement, ce qui signifie que celui de l'Église est totalement différent et indépendant de celui de l'Empire. Imperi fundamentum est humanum ius. Le fondement de l'Empire est le droit humain. Si l'on considère en outre que le droit humain est fondé sur la raison, la portée de ces déclarations devient, à mon avis, évidente. Le troisième livre de la Monarchia est consacré à cette démonstration. Les arguments bibliques, historiques et théologiques avancés par les opposants sont d'abord réfutés avant que l'indépendance ne soit prouvée par des raisons positives. L'argument décisif à cet égard présuppose une distinction claire entre la raison et la foi, et par conséquent entre la philosophie et la théologie. Dante compare l'homme à l'horizon qui sépare le ciel et la terre. En tant que seul être, l'homme se tient à la frontière du monde corruptible et de la réalité incorruptible, d'où il résulte qu'il est orienté vers deux fins
le bonheur dans cette vie et la béatitude dans l'au-delà. L'originalité de Dante réside dans le fait qu'il ne veut pas seulement distinguer le bonheur accessible aux philosophes et la béatitude de l'au-delà, mais qu'il abandonne la subordination d'un bonheur à l'autre. Le bonheur que l'on peut atteindre par la philosophie n'est pas subordonné au bonheur théologico-religieux. L'enseignement philosophique et les vertus enseignées par Aristote, la justice, le courage, la modération et la prudence, conduisent au bonheur en ce monde. La foi et les vertus théologales, foi, espérance et charité, soutenues par la grâce de Dieu, appartiennent au bonheur dans l'au-delà. La théorie d'un double bonheur proposée par Dante dans la Monarchia est essentielle à deux égards. D'une part, elle reprend le détachement ou l'émancipation de la philosophie par rapport à la théologie, revendiquée et pratiquée par un groupe de philosophes au XIIIe siècle. D'autre part, et c'est là l'originalité de Dante, il déduit de cette autonomie théorique dans le domaine du savoir et de la pensée les conséquences politiques en concluant que l'autorité des dirigeants temporels et politiques ne dépend en aucun cas du pouvoir de l'Église et du pape. Cela s'explique par le fait que l'ordre politique est fondé sur le droit humain. Nous l'avons vu tout à l'heure. Certes, ce droit est à son tour fondé dans la pensée divine, mais il est, et c'est décisif, compréhensible pour la raison humaine. C'est pourquoi il est commun à tous les hommes et indépendant des oppositions religieuses. Nous atteignons ainsi une nouvelle dimension de la laïcité chez Dante. Nous avons vu que le laïc Dante veut promulguer la philosophie parmi les laïcs. Et maintenant, nous constatons qu'il défend l'autonomie de l'ordre politique par rapport à l'Église, et nous pouvons bien dire qu'il enseigne une doctrine de l'État laïque, si nous entendons cela d'après la signification historique du terme. Les critiques extrêmement sévères de l'Église, et surtout de la papauté que nous lisons dans la Comédie, s'expliquent facilement si nous tenons compte de sa théorie. D'aucuns diront que le lien de cette doctrine avec le postulat d'une monarchie universelle tempère notre enthousiasme. Et je concède cette objection. Toutefois, je ferai remarquer qu'il faut tenir compte des raisons qui amènent Dante à cette conclusion. Une des démonstrations repose sur l'affirmation suivante. C'est dans la plus grande liberté possible que le genre humain trouve sa condition la meilleure. Indépendamment de la conclusion que Dante en tire, l'idée que la meilleure organisation étatique doit être recherchée en tenant compte de ce principe, mérite amplement d'être méditée. Observons la démarche de Dante. Cela dit, il apparaît aussi clairement que cette liberté, ou ce fondement de notre liberté, est le plus grand don que Dieu ait accordé à la nature humaine, comme je l'ai dit dans le paradis de la Comédie, car c'est par lui que nous sommes heureux ici-bas en tant qu'hommes et que nous serons heureux là-haut comme des dieux. S'il en est ainsi, qui pourra contester que le genre humain connaît son état le plus heureux lorsqu'il peut le mieux vivre selon ce principe? Dante en déduit que la meilleure organisation politique est celle qui accorde la plus grande liberté aux hommes, car
Selon lui, les formes d'État justes ont pour but la liberté des citoyennes et des citoyens. Qui ose prétendre le contraire, demande Dante. J'espère que mon exposé a clarifié le programme annoncé dans le titre de ma conférence. Je me suis concentré sur les œuvres explicitement philosophiques de Dante. Il faudrait évidemment compléter cette approche par une analyse de la comédie qui est, si j'ose m'exprimer ainsi, le monument théologique d'un laïc écrit pour des laïcs où, bien entendu, la philosophie n'est pas absente. Mais cela serait l'objet d'une autre conférence et j'ai déjà trop pris de votre temps. Pour ma part, je souhaiterais terminer ma contribution en commentant brièvement un passage autobiographique de Dante dans le traité sur le langage. Mais nous, pour qui le monde est la patrie, comme la mer aux poissons, qui avons bu l'eau de l'Arno avant même d'avoir des dents, et qui aimons Florence, au point de souffrir injustement l'exil pour l'avoir aimée, nous ferons pencher les plateaux de notre jugement plutôt du côté de la raison que du côté des sens. Et bien qu'il n'existe sur terre aucun lieu plus propice à notre plaisir ou à l'assouvissement de notre sensibilité que Florence, nous considérons et nous jugeons avec la plus grande fermeté, après avoir lu et relu les livres des poètes et des autres écrivains, où le monde est décrit dans son entier et son détail, après avoir considéré en nous-mêmes les différentes positions des localités du monde et leurs relations de pôle et à l'équateur, qu'il y a de nombreuses régions et villes plus nobles et plus délicieuses que la Toscane et Florence, dont nous sommes originaires et citoyens, et qu'il existe de nombreuses nations et peuples qui utilisent une langue plus délectable et plus utile que ne le font les Italiens. Ce texte rappelle d'abord l'origine florentine de Dante et met en avant son amour pour cette ville qui est sa patrie. Pourtant, il rappelle qu'il est exilé et il exprime l'immense souffrance que cet état entraîne. Rappelons que Dante fut condamné à mort en absence en mars 1302, qu'il rédige le banquet et le De Vulgari Eloquentia dans la période de 1304 à 1307. Il commencera la composition de l'Enfer peu après 1307. Il passera tout le reste de sa vie jusqu'en 1321 comme exilé, expatrié. Il aime la ville de Florence plus que tout. Durant cet exil, Dante a beaucoup lu, deuxième moment important du texte, les poètes et les autres écrivains, évidemment les philosophes. Toutefois, cela est essentiel. Cette étude des auteurs lui a permis de dépasser les simples sentiments et les émotions. Il exprime cela magnifiquement en disant qu'il a appris à faire pencher les plateaux du jugement plutôt du côté de la raison que des sentiments. Et qu'a-t-il compris? Il y a des lieux plus admirables que Florence. Et surtout, il y a même des langues plus belles que l'italien, qui est sa langue maternelle et qu'il aime par-dessus tout. Qu'est-ce à dire? Par la lecture, par l'étude, il est devenu citoyen du monde. Nous, pour qui le monde est la patrie, dit-il. Et il faut lire ce qui est dit dans ce passage à la lumière de ce que nous avons appris sur l'intellect et l'appartenance de l'homme à la communauté humaine des esprits. Ce que dit dans ce texte le poète
philosophe italien nous concerne également, car son parcours est d'une certaine manière le nôtre. Originaire de la Suisse primitive, j'ai appris qu'il y a des langues plus belles que mon dialecte suisse-allemand. Mais surtout, comme le dit Dante, la lecture attentive des auteurs m'a appris que j'appartiens à cette communauté des intellects dont parle Dante et qui, comme il précise, requiert toute l'humanité pour être actualisée. Il est donc évident que la puissance la plus élevée de l'humanité elle-même est la puissance de vertu intellectuelle. Et puisque cette puissance ne saurait être ni entièrement ni simultanément mise en acte par un seul homme ou par l'une des communautés que nous avons distinguées plus haut, il s'avère nécessaire qu'il y ait dans le genre humain une multitude par laquelle toute cette puissance soit mise en acte. Le projet dantesque d'une philosophie laïque envisage que tous les êtres humains participent ainsi à la progression de la philosophie. Je vous remercie.